collecter les informations pour faire vos petits rapports. Mais tout ça sera guidé pendant le TP, je vous expliquerai comment faire. Voilà. Et donc après, je vous présenterai le petit exercice d'électronique qu'il faudra faire sur la simulation. Alors, je vais donc commencer, peut-être même afficher plein écran, ça sera mieux, voilà. Voilà, donc je vais vous présenter un peu les outils pour l'électronicien des systèmes embarqués. Hein, bon, vous êtes en formation en filière scientifique et génie électrique, donc on vous apprend d'un point de vue pédagogique des circuits, des calculs, des maths et de la physique pour faire tout ça, mais bien sûr aujourd'hui, l'ingénieur, le technicien, il dispose maintenant d'une supercalculatrice qui est le PC, et donc il va faire tous ses calculs sur les systèmes électroniques. Ça ne veut pas dire que c'est du presse-bouton, et donc le but de ce cours et de tout ça, c'est de vous mettre une méthode d'utilisation. Il faut toujours, quand on utilise tous les outils de conception et de calcul d'un système électronique, il faut en fait avoir connaissance déjà du résultat pratiquement pour voir si vos calculs sont cohérents. Donc l'outil informatique sert à gagner du temps, à gagner de l'efficacité dans la précision des calculs. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, les calculs d'architecture, c'est pour d'abord vérifier un système et un prototype. Les calculs numériques, aujourd'hui, il y a quelques années, ce cours pouvait, comment dire, dépendre un peu des plateformes, hein, par rapport notamment à des étudiants ou à des gens qui ne sont pas dans les milieux professionnels. Mais aujourd'hui, avec n'importe quel PC actuel, et les outils informatiques que vous avez, n'importe qui peut vraiment faire tourner des calculs sans trop de temps, sans trop perdre de temps et assez rapidement. Voilà. Et puis surtout, il y a une volonté de mettre tous ces outils numériques pour faire ce qu'on appelle un peu de la réalité virtuelle, de la simulation en temps réel, et pour ce qui perd du temps, entre guillemets, dans le processus industriel de réalisation d'une carte électronique, c'est bien sûr de faire un proto, et de vérifier qu'il marche, de faire des tests réels pour le valider. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible et d'avoir pratiquement un proto virtuel sur écran et d'être pratiquement sûr de le lancer à la production quand il est validé. Voilà. Alors on n'en est pas encore là, mais enfin, on gagne du temps avec ce qu'on appelle, dernière phrase que vous avez là, le prototypage virtuel. Voilà. Alors le principe de tous les outils informatiques, c'est simplement du codage, hein, de phénomènes physiques qu'on connaît, des équations, de ce qu'il y a dans les bouquins, etc. Et donc, c'est traduit avec des lois mathématiques et tout ça, après, c'est codé dans des langages de calcul et c'est implanté sur diverses plateformes. Voilà. Quels sont les phénomènes aujourd'hui de la physique? Pratiquement tous les phénomènes de la physique sont traduits en outils informatiques. Hein, de l'électromagnétisme, l'électricité, la microélectronique, les machines, les capteurs, la température, la mécanique. Voilà. Quels sont les langages? Je ne suis pas spécialiste informatique, hein, je suis électronicien, moi, de base. Mais oui, d'accord, pardon, j'avais entendu un micro. Mais donc, les langages, vous en avez historiquement certains, voilà, et puis d'autres que vous connaissez. Ce sont tous les langages informatiques pour l'info-indus, du basique historiquement qui a démarré il y a très longtemps, Fortran, Pascal, C++, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Bon, j'oublie d'autres langages plus actuels. Il y a le visual langage et surtout le VHDL. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser un peu au langage que vous connaissez peut-être en électronique. Hein. Là aussi, je ne suis pas spécialiste. Mon cours, ce n'est pas de vous dire ce qu'il y a comme langage, c'est de vous faire comprendre tout ce qu'il y a dans les outils. Alors, pour transformer un calcul d'électronique ou de physique en problème sur PC, hein, en calculateur, en solveur sur PC, il faut bien sûr bien connaître les lois mathématiques de votre problème mathématique. Donc pour l'électronique, ça va être quoi? Ça va être d'abord les représentations, les grandeurs. Hein, ça va être pour vous les grandeurs pour un solveur électronique, ça va être la tension, le courant, la puissance, le champ électromagnétique, etc. Bien connaître les théorèmes de calcul, les lois des circuits, etc. À partir de là, les maths, en fait, les équations que vous apprenez, ce n'est tout simplement que ça qui va être utilisé pour faire une représentation qu'on appelle la modélisation des circuits. Voilà. Alors, au départ, sur les principes de l'implantation dans les outils,
Ce fut au départ très textuel, hein, très bourrin, j'allais dire. C'était que du texte, donc on n'y comprenait rien. Aujourd'hui, vous les connaissez, vous les utilisez, tous les outils différents. Il y a bien sûr toujours le noyau derrière le code, qui est du texte informatique. Mais bien sûr, il y a de la facilité pour n'importe quel utilisateur électronicien qui n'est pas obligatoirement informaticien. Donc, il y a des éditeurs de langage, des choses visuelles, des schématiques, des interfaces de saisie avec des schémas de composants, voilà. Mais il faut bien se rappeler qu'au début, les gens qui programmaient ça, et peut-être vos prédécesseurs, il y a peut-être 40 ans, étudiants, quand ils faisaient une simulation, ils représentaient une carte électronique en tapant uniquement des textes, hein, en faisant un langage codé du circuit. Voilà, ce qu'il y a aujourd'hui qui va faire la différence des outils, donc ça va être les modèles des objets, hein, les modèles des objets, voilà, le modèle d'une résistance, le modèle d'un... Hein, donc ça, vous le connaissez, le modèle d'une résistance, c'est la loi d'Ohm, tout simplement, comment fonctionne une résistance, c'est U égale RI, voilà. Mais il y a des objets plus compliqués, comme une diode, un transistor, etc., un circuit intégré. Donc là, il y a des modèles beaucoup plus compliqués qui ont beaucoup plus d'équations et de lois physiques à rentrer. Il faut aussi disposer dans ces outils d'outils pour non pas passer son temps à programmer, mais pour plus utiliser les résultats. Vous avez donc dans ces outils des librairies de modèles et des librairies d'outils. Et notamment, vous avez des outils pour afficher vos résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-processing. Vous allez avoir des graphiques, des tableaux, voilà, avec de la couleur pour mieux voir les choses, etc. Donc, tout ça va faire la différence un peu de tous les logiciels. Et puis, vous avez des fonctions évoluées. Une fois que vous avez vos résultats, hein, ce qu'on appelle le post-processing également, c'est que vous pouvez changer des valeurs et les optimiser pour obtenir, avec un cahier des charges, ce que vous voulez. Voilà. Alors, ça, c'est les principes généraux de tous les outils informatiques. Je vais vous résumer des simulateurs par famille. Pourquoi ? Même si vous êtes, vous, et depuis quelque temps, des générations qu'on appelle des jeunes qui sont familiers avec l'informatique, hein, on va dire, il faut bien comprendre que les outils pour l'électronique, pour la conception en électronique, c'est un peu comme n'importe quel métier. Vous avez une boîte à outils, vous ne prenez pas n'importe quel outil pour faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez, tous les logiciels de simulation électronique, ils se répartissent par famille, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, je vais vous lister un peu les familles, comme ça vous savez avec votre besoin quel type d'outil choisir. Et puis, je vais vous citer quelques noms, on va dire, de solveurs industriels ou commerciaux, ou même génériques, gratuits, mais qui sont assez connus. Voilà. La première famille, c'est tout simplement des calculateurs de maths. Hein, voilà, ce sont des logiciels qui font des maths. Voilà. Alors, ils peuvent avoir, vous avez des MATCAB, voilà, en général, leur nom commence tous par maths quelque chose. Le plus connu, c'est MATLAB, voilà. Alors, c'est que des maths derrière, voilà, il n'y a pas vraiment de modèle de choses physiques, hein, c'est à vous de rentrer vos calculs. Et ils travaillent ce qu'on appelle en boîte noire, c'est-à-dire que vous avez un petit exemple de Simulink ou de MATLAB, en fait, vous faites des boîtes mathématiques, voilà, et vous mettez que vos signaux d'entrée, et lui, vous avez des équations à l'intérieur. Ici, vous avez un réglage automatique, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première famille dont le représentant le plus célèbre, c'est MATLAB. C'est que pour c'est vérifier vos calculs. En gros, voilà, vous avez un exercice d'électronique à faire ou d'automatique ou j'en sais rien. Eh ben, ça va vous prendre 3-4 pages à écrire les équations mathématiques. Donc, si vous avez ce type d'outil, vous allez rapidement avoir vos résultats mathématiques. La deuxième famille, on va passer à la réalité, c'est vraiment de commencer à avoir la réalité avec des composants électroniques, donc des simulateurs qu'on appelle circuits. Voilà. Donc, la famille la plus connue, même c'est un nom générique, c'est SPICE. Hein, donc là, en bas, vous avez un exemple PSPICE, mais ça, PSPICE, c'est une sous-marque. On va dire le nom générique de tous les simulateurs circuits, on les appelle les SPICE. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure dans le cours, on va y revenir dessus, d'où vient tout ce nom et ce formalisme. Donc ça, ce sont des simulateurs circuits. Ils se reconnaissent aujourd'hui rapidement, tout simplement par une schématique que vous avez représentée là. Vous avez les modèles classiques qu'on vous apprend j'allais dire à l'école ou à l'université pour faire un schéma électrique, les symboles des résistances, des AOP, etc. Et vous faites
vous saisissez votre schéma sous forme de circuiterie électrique, etc. Et lui, il va simuler vraiment le comportement, non plus mathématique des signaux, mais vraiment réel, que fait une résistance, que fait un condensateur, que fait un AOP lorsque vous faites la simulation. Ils vont travailler avec les 3 types de signaux. Ça permet, cette petite présentation aussi vous permet de vous faire un peu le point sur votre, sur votre connaissance de la conception en électronique. Qu'est-ce qu'on vous a appris normalement si vous êtes là en Bac+3 on vous a appris à faire des circuits avec 3 régimes, on va dire, ou 3 types de fonctionnement. Le fonctionnement analogique, c'est-à-dire avec fréquentiel, avec du sinus, le fonctionnement numérique, voilà, temporel, et le fonctionnement avec de la puissance. Voilà. Donc ces outils-là, ils vont reprendre ces méthodes qu'on vous a appris de l'électronique. La famille numéro 3, c'est, vous voyez qu'il y a un peu une progression. J'allais dire, si vous avez bien compris, la famille 1, vous faites vos calculs de cahier des charges mathématiques avec MATLAB. La famille numéro 2, vous commencez à faire un circuit réel et vous vérifiez les calculs et le comportement de ce circuit réel. Vous vérifiez que, voilà, qu'il donne bien les performances, que c'est la bonne tension, le bon courant. Et la 3e partie, c'est de fabriquer votre circuit. Voilà. Donc là aussi, c'est des outils de conception de circuit. Donc c'est plutôt des outils de CAO, voilà, on peut la conception assistée. Donc c'est à partir souvent des schémas précédents que vous allez faire l'interfaçage avec un outil qui va vous faire, suivant les règles de l'art de la conception en électronique, soit sur PCB, sur circuit imprimé, soit les semi-conducteurs, circuit intégré, va vous permettre, puisqu'on ne peut pas plus le faire à la main, ça quelque part. Voilà, pour info, historiquement, l'électronique se faisait, les PCB, l'implantation des composants se faisait à la main, avant qu'il y ait un peu les outils informatiques. On faisait un plan de routage, avec un transparent, une feuille transparente, et on gravait à la main avec un stylo noir les pistes en noir, etc., pour les graver après sur les outils de conception. Voilà, donc aujourd'hui on fait notre plan directement en 2D avec du routage. Je pense que vous avez eu au début de la licence des petites formations et des initiations à la conception des circuits. Voilà, donc ça c'est des outils, un des plus connus, c'est Cadence ou Orcade, ou voilà. Alors, tous ces outils de routage, ils ont un nom générique, à la fin, souvent CAD. Voilà, il y a KiCad, TCAD, voilà. Vous trouvez beaucoup de gratuits là-dessus, et puis des chers, enfin des professionnels et des chers, voilà. Alors, je résume un peu pour bien vous mettre, parce que c'est des choses, je reviens un peu en arrière. Tout ce qui est mathématique uniquement pour faire des maths, ça commence par maths, et souvent, son représentant, c'est MATLAB. Tout ce qui fait les circuits électroniques, c'est souvent un noyau SPICE, voilà le nom un peu générique. Et tout ce qui fait du routage, c'est souvent un CAD à la fin. Voilà. Donc ça, c'est un peu vos trois outils qui vous concernent à vous, je vais dire pour la licence et pour votre domaine aujourd'hui. Voilà. Alors, il y en a maintenant une famille numéro 4, qui sont des outils un peu plus complexes. Ce sont qui sont apparus assez faciles d'accès depuis quelques années. Ce sont les outils de calcul 3D. Pour l'instant, les 3 familles font des calculs à plat, sur une feuille à plat, c'est du 2D. Et donc, grâce au progrès de l'informatique, grâce au progrès tout simplement des cartes graphiques depuis des années, et notamment pour les jeux en 3D et tout un tas de choses, aujourd'hui, les solveurs de systèmes électroniques peuvent faire de la physique en 3D. Donc ça, c'est vraiment des codes numériques, et vous reconnaissez tous ces outils, puisque, un peu comme l'avion qui est représenté là, tout objet qui va être représenté pour faire de la mécanique, de l'électromagnétisme, de l'électronique, la température, etc., va être maillé. Voilà. Donc on va avoir une représentation 3D d'un objet, et après on va lui appliquer des calculs sur les mailles. Les calculs peuvent être, donc, comme tu viens de vous le marquer, on a accès maintenant à du calcul dans les domaines de la physique, notamment tout ce qui est des fluides. Et vous avez des figures de résultats que vous voyez ici, qui se présentent souvent, voilà, sous forme de couleurs, qui sont sur les objets, voilà, rouge pour la température forte, etc. Vous avez en bas à droite une carte électronique, voilà, qui est simulée en 3D, avec un code numérique, et on voit, là, c'est pas la température de la carte, c'est par exemple les champs électromagnétiques, des composants. Voilà. Donc ça, c'est des outils un peu plus complexes. Il faut mailler, là, c'est un peu plus, on ne fait pas un schéma électrique, là, il faut
faut avoir un peu des connaissances 3D. Et donc, pour info, vous avez, vous avez un module, voilà, je suis responsable d'un autre module qu'on aura un peu plus tard, je pense dans 2 semaines, qui vous fait initier à un de ces outils, voilà, pour la licence, un outil 3D sur les cartes électroniques. Voilà les 4 familles. La 5e, alors la 5e, ça va être des outils numériques que vous connaissez aussi, certains, qui vont être interfacés avec des équipements. Voilà, autant les 4 familles avant, vous travaillez directement sur votre écran, sur des objets virtuels, et là, mais ça va être pour piloter ou mesurer des choses, de l'automatisation, l'instrumentation programmable, contrôle-commande, implanter des programmes Flash, etc. Voilà. Donc tous ces outils-là, je vais pas, j'ai pas de, j'en ai un qui est connu là aussi que vous connaissez, qui est connu, qui fait beaucoup d'automatisation, qui est LabVIEW, voilà. Et donc c'est la famille numéro 5. Voilà les 5 familles d'outils. Donc vous voyez que suivant les domaines, suivant les projets que vous avez à faire, il faut pas, voilà, faut pas aller se ruer sur n'importe quel outil, là, des noms que je viens de vous citer. Il faut bien choisir ce que vous voulez faire. Et puis aujourd'hui, ben, on peut être un peu perdu parce que finalement, ces 5 familles d'outils avant, ben, qui étaient bien séparées, qui étaient fabriquées par des concepteurs qui maîtrisaient bien chacun leur domaine, ben, notamment pour l'industrie, ils essayent de tout mélanger. Voilà. Donc vous avez des outils qu'on appelle multidomaines, d'accord, qui permettent, surtout pour l'industriel, d'aller gérer tout le flux de conception. Donc, ces familles multidomaines, ben, elles regroupent un peu des morceaux des familles précédentes. Hein. Il va y avoir des calculs mathématiques, il va y avoir du routage, il va y avoir du 3D, il va y avoir, etc. Alors ça, c'est intéressant pour vous. Vous êtes dans une filière système embarqué. Donc, qui c'est qui a un peu développé ce type d'outils pour pouvoir maîtriser les systèmes embarqués? C'est les concepteurs des systèmes embarqués, notamment de l'automobile. Voilà. Et notamment, c'est Toyota hein, qui a des années a lancé le concept de simulateur multidomaine, c'est-à-dire de fabriquer une voiture entièrement sur écran. Voilà. Et de A à Z, et la voiture est prête à être fabriquée. Voilà. Donc, pour faire ça, ils ont lancé des études pour fabriquer des solveurs multidomaines. Donc au niveau de la recherche et développement, et aujourd'hui ben, on en a plein. Donc vous avez des simulations multiphysiques, simulations mécatroniques. Vous avez un exemple là tout simplement de prototypage, ce qu'on appelle prototypage virtuel. Voilà, vous avez un exemple, vous voyez une schématique d'une voiture électrique là, une voiture hybride de Toyota. Voilà, et on a un lien directement entre les organes de la voiture, son comportement mécanique, son comportement électrique. Et ça permet, dans un processus de fabrication, que tous les ingénieurs mécaniques, électriques, tout ça, ben, ils travaillent tous ensemble sur le même schéma, voyez. Et donc, ils ont la même information et ils ne sont pas séparément chacun dans leur coin. Et donc, ça permet d'être un peu plus efficace. Après, c'est des outils lourds et à ces outils-là, il faut une formation assez longue, hein, d'1 an, pour être formé sur ces outils. Voilà. Alors, voilà un peu la première partie de tous les outils. Donc, vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui vous concernent dans votre domaine des systèmes embarqués. Hein, certains que vous allez voir pendant cette formation que vous avez déjà vue. D'accord. Il y avait quelqu'un qui était invité. Ok, je regardais un peu les participants. Excusez-moi. Voilà. Alors, là, moi, je vais me centrer pour vous sur les simulateurs circuits électroniques. D'accord hein, donc, la famille 2. Voilà. Donc, ce qu'on appelle SPICE. Vincent, ça joue là, je ne sais pas, attendez. C'est bon? Essaye de se connecter. Ok. Donc, un peu les simulateurs circuits qui va être sur lequel vous allez travailler dans ce module après en TP. Donc, ils s'appellent tous un nom générique SPICE. Hein, c'est un peu comme on dit frigidaire alors que c'était une marque de réfrigérateur, ou voilà, tout un tas de noms qui sont devenus le langage commun.
Ce noyau SPICE qui équipe tous les simulateurs circuits, c'est un acronyme qui veut dire, vous l'avez marqué juste en dessous, Simulation Programme with Integrated Circuit and Phases. Voilà. Alors, il a été développé dans les années 70 par des chercheurs de l'université de Berkeley, voilà, qui avaient le besoin. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces années-là? Il y avait non seulement l'apparition de l'électronique, hein, déjà depuis les années 60, de plus en plus de composants électroniques, donc des premiers processeurs, des premiers PC. Donc, il y avait à la fois faire des calculs en électronique sur ordinateur. Et donc, ils ont tout simplement commencé à travailler, à faire un programme de codification des circuits électroniques. Voilà. Petite anecdote sur ce nom, hein, qui aujourd'hui, donc, tout ce qui s'appelle SPICE, pour les gens qui sont dans l'électronique, c'est ce simulateur. Mais je vais essayer de vous faire comprendre, c'est une anecdote, mais voilà, sans vouloir tomber dans des... Hein, on est dans les années 70, on est à l'université de Berkeley, c'est en Californie, c'est quand même la période un peu, on va dire, libérale, avec la période un peu hippie, et donc voilà, et SPICE, si certains connaissent, c'est l'acronyme voilà, de quelque chose qui permet de bien se sentir bien. Voilà, donc quelque part, tout en étant sérieux, ces chercheurs, ils ont mis un acronyme qui était un peu, voilà, qui voulait dire quelque chose de l'air du temps. Bref, j'espère que vous m'avez compris, sans vouloir... Voilà. Alors, comment ils ont réussi à transformer des circuits réels avec des composants en encodage et de pouvoir faire des calculs avec les lois d'Ohm et tout ça? Tout simplement avec un langage qui s'appelle le netlist, hein, qui est un langage informatique, mais pour la simulation des circuits. Tout simplement, que veut dire netlist en anglais? Le langage netlist, la liste des nœuds. Voilà. Donc vous connaissez sur un circuit électronique, vous savez que les lois de base, c'est de faire les mailles et les nœuds et de calculer les courants et les tensions sur les nœuds. Donc eux, comment ils peuvent programmer ça grâce au netlist? Tout simplement en numérotation sur un circuit, en numérotant les nœuds, en leur mettant des numéros, et en décrivant numéro par numéro les composants qu'il y a sur entre chaque nœud. Voilà. Donc, ils vont faire une certaine formalisme qui est tout simplement de la syntaxe, numérotation des nœuds. Les résistances, elles vont toutes s'appeler R en acronyme, en sigle principal, avec le numéro de la résistance, toutes les capacités C, etc. Tous les composants, ils donnent un nom, une lettre qui correspond et qui ne va pas changer, hein, qui va être formalisée. Et donc, vous avez un petit exemple de programme de SPICE de netlist à droite. C'est tout simplement des lignes de calcul. Si vous voyez la première ligne, voilà, c'est la résistance qui s'appelle, donc R, c'est une résistance, elle s'appelle RBIAS, c'est son nom qu'on lui donne dans le circuit. Et puis, à côté, elle est marquée entre quel nœud elle est, voilà, etc. Donc, chaque composant, toute la liste des composants est décrite, et il y a marqué entre quel nœud et quel nœud ils sont classés, d'accord, ils sont placés. Ce qui fait que quelque part, vous avez bien compris, hein, le but, c'est pas de vous faire travailler sur ce programme-là, sur ce langage, c'est juste que vous compreniez que c'est assez simple. Si quelqu'un suit commence à faire un circuit, il va redessiner en aveugle le circuit intégralement. Voilà, Q, par exemple, la 7e ligne, Q4, c'est un transistor, voilà, un transistor de Q2N2222, hein, vous avez son sigle, sa référence là, et il est compris entre le nœud 1 et 5. Voilà. Il y a aussi des sources de tension à la fin, etc., des conditions de simulation. Donc, c'est uniquement tous les fichiers SPICE que vous utilisez aujourd'hui, hein, même ceux que vous avez déjà utilisés, tous les simulateurs circuits. Derrière, il n'y a que ce programme qui fonctionne comme ça. Voilà. Alors, il faut que je montre plutôt ce genre de schéma. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le schéma, voilà, là, qui est saisi sous une page graphique d'un noyau SPICE. Et vous avez la netlist qui est derrière en mémoire du programme et qui permet de faire les calculs sur votre circuit. Donc nous, on ne travaille qu'avec l'interface, mais le logiciel ou le solver, il travaille avec la description nœud par nœud de tous les composants. Voilà. Donc, comment, une fois que votre circuit est décrit, vous avez ça, il faut lancer la simulation. Donc là, il faut lancer un calcul qui va dire
je vais injecter, hein, vous avez ici par exemple dans ce circuit en bas des sources, voilà, vous avez une source au milieu de tension. Oui, quelqu'un. Voilà, une source de tension. Donc, il faut l'activer et dire à quelle tension et quelle fréquence vous voulez l'envoyer. Donc, pour lancer la simulation à partir de la netlist, vous avez tout simplement 3 modes de fonctionnement. C'est comme vous, quand on vous fait faire un circuit électronique, vous allez travailler avec différentes méthodes de calcul. Si votre circuit fonctionne uniquement avec du continu, des valeurs continues, vous allez appliquer des règles particulières. Par exemple, en continu, les valeurs, c'est que des valeurs continues, c'est que des traits, c'est que des grandeurs qui ne varient pas. Tout ce qui est mesure des valeurs, courant et tension, sont des valeurs moyennes, c'est du continu. Il n'y a pas de valeur alternative. Et d'autre part, en continu, il y a 2 composants qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas d'effet en continu. C'est le condensateur. Un condensateur en continu ne laisse pas passer le courant, donc il est transparent. Et l'inductance, c'est un court-circuit. Voilà. Donc on continue, quand vous travaillez sur un circuit, vous appliquez ces règles-là d'un point de vue intellectuel. Donc le solver, votre circuit que vous avez de base dans le transparent précédent, si vous appuyez sur le solver continu, il va vous calculer toutes les valeurs continues de votre circuit et uniquement ça, il va simplifier un peu le calcul. Le deuxième type de calcul, que vous avez sans doute fait normalement dans vos études précédentes, hein, si vous venez tous à peu près de filière électronique, c'est que vous avez fait du diagramme de Bode et vous avez fait varier la fréquence et fait des complexes pour faire les modules, les phases voilà, de tous les systèmes électroniques. Donc la deuxième, c'est de faire ce qu'on appelle le mode AC, le calcul en AC. En fait, là, vous injectez un sinus de façon virtuelle hein, et vous calculez les modules et les phases et la réponse de tout le circuit. Et enfin, le dernier calcul, c'est tout simplement le mode temporel, voilà, ou transient, ou TR. Voilà. Et donc, vous allez avoir des réponses de votre tension, de vos courants en fonction du temps. Donc, tous les simulateurs SPICE aujourd'hui ont par défaut ces 3 modes de calcul. C'est comme vous, quand vous avez un exercice à faire, vous devez shifter, vous devez choisir un des 3 modes de calcul. Et donc, le solver, tous les solvers SPICE vont vous proposer les 3 et vous les faites séquentiellement suivant les résultats que vous voulez obtenir. Voilà. Alors, une fois que c'est parti, que ce soit le mode DC, AC ou TR, quel est l'intérêt de tout ça? Pour l'instant, si vous avez bien compris, il ne fait que la même chose que ce qu'on sait faire, nous, sur un papier. Vous avez un petit schéma, vous commencez à calculer les lois des mâts, les lois des nœuds, et vous calculez vos grandeurs. Et à la fin, vous avez calculé la tension, le courant. Mais quand on fait ça, nous, sur un schéma électrique, hein, si je reviens à un petit schéma ici, on va se calculer uniquement ce qu'on veut en sortie du schéma ou en entrée. D'accord? On ne va pas se calculer tous les courants et les tensions sur toutes les parties. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport à un cahier des charges ou à des performances, de calculer à des endroits du circuit. D'abord parce que le reste ne nous intéresse pas et puis ça va prendre trop de temps. Donc par contre, votre solver, il va vous calculer tout, partout, tous les courants à tous les nœuds. Voilà. Donc vous avez ici un exemple, c'est juste pour voir 2 résultats. Hein, et donc tous les résultats, tous les nœuds vont s'afficher sous forme de points, voilà, avec les tensions, les courants, à tous les nœuds. Et donc, je vous rappelle que la netlist, elle a numéroté tous les nœuds. Donc, on sait qu'au nœud 1, il y a telle tension, tel courant, au nœud 2, etc. Vous avez ça, voilà, c'est le résultat de votre simulation. Vous obtenez un fichier texte avec un fichier qu'on appelle .out. Hein, c'est un format, voilà, c'est un format un peu générique pour les noyaux SPICE. Et donc, vous devez utiliser voilà, vous pouvez utiliser les résultats où vous voulez sur n'importe quel nœud. Donc, bien sûr, c'est un peu rébarbatif d'aller chercher les résultats comme ça textuellement ou de faire des colonnes de données. Donc, il existe depuis maintenant des années. Tous ces résultats vont être présentés, vont vous aider avec des formes graphiques, des outils graphiques qui vont permettre de présenter. Ça va dépendre de quoi? De votre simulateur. Si vous êtes en mode temporel, vous allez avoir des visions comme un oscilloscope de signal en fonction du temps, à gauche ici. Et si vous êtes en mode plutôt fréquentiel AC, en mode complexe, vous allez avoir la réponse fréquentielle, c'est-à-dire le diagramme de Bode, c'est-à-dire le module ou la phase en fonction de la fréquence. Voilà. Hein, vous avez 2 exemples ici de graphiques de SPICE. Donc vos résultats dépendent, la présentation de vos résultats dépend du solver que vous faites. Voilà, alors, la présentation générale de tous les simulateurs circuits.
Je fais juste un petit point. On est 25 connectés, donc pour l'instant ça va. Ok, donc ce que je vais vous dire, alors quand je fais des cours même de 2 heures, en général quand on est en présentiel, je fais des pauses hein, parce que je sais qu'on ne suit pas, que c'est assez long, voilà. Donc là, je vois qu'il est 8h50. Donc, en fait, là, ça va être un peu plus pratique de faire des pauses voilà, plus courtes, mais plus régulières pour le cours. Hein. Donc, je ne dis pas que je vais encore faire la pause, mais dans 5 minutes, voilà, je ferai une petite pause de 5 minutes. Donc, vous restez connectés, hein, vous partez, etc. Et puis, voilà. Alors, normalement, je fais ça par chat. Voilà. Comme ça va être un peu plus pratique pour gérer ce cours. Donc, là, je vais terminer sur 2-3 principes d'un simulateur multiphysique pour cette première partie. Donc, vous avez compris que ce simulateur SPICE, ou ce noyau-là, quand il a été inventé, hein, je vous remontre un peu tout ça, on s'est aperçu que les gens qui avaient fait le netlist, il avait permis de décrire quoi? Finalement, un circuit, c'est quoi? Résumé par ce petit schéma qui est là. Ben, c'est une analogie avec des flux, des mailles et des boucles. Voilà. Et ils ont réussi à coder des mailles et des boucles hein, sous la forme d'une netlist. Et ça, des mailles, des nœuds et des boucles, donc des flux qui simulent donc qu'est-ce qu'on a sur un circuit électrique. Quand vous avez un nœud, vous avez la somme des flux, la somme des courants. Et quand vous avez une boucle, vous avez la somme des potentiels. Et on s'est aperçu, non, on a vu que c'était quand même cette représentation ou ce type d'approche de l'électricité et de l'électronique, c'était exactement la même chose que d'autres domaines de la physique. Donc on a pu étendre cette simulation uniquement circuit à d'autres des domaines de la physique qui utilisaient des flux, c'est-à-dire des nœuds et des boucles, et donc des potentiels. Donc on a commencé à l'utiliser pour l'électromagnétisme, puisque dans l'électromagnétisme, ce qui va être l'équivalent d'un courant, I, qui est dans un nœud, ça va être le champ magnétique, le flux magnétique, et ce qui va être l'équivalent d'un potentiel électrique, c'est-à-dire d'une boucle, hein, de ce qui va se sommer, qui va être la somme d'une boucle, ça va être un champ électrique. Et puis, peut-être vous avez eu des cours sur d'autres domaines liés au génie électrique, qui sont la thermique. Eh bien, il y a une analogie qu'on fait souvent, hein, la thermique, on fait même un modèle électrique de la thermique, et on s'aperçoit qu'elle fonctionne un peu comme des circuits électriques, c'est-à-dire que la température joue le rôle de potentiel et la chaleur joue le rôle de flux de chaleur. Et donc, on a des équivalents thermiques de résistance thermique, de capacité thermique, comme un circuit électrique. Donc ça, on peut programmer la thermique comme la netlist dans des simulateurs. Et puis, bien sûr, l'hydraulique, hein, et on fait aussi souvent quand on fait des cours d'électronique ou qu'on explique les courants, etc., on dit que c'est comme du flux, comme de l'eau là, qui circule dans des tubes. Voilà, ça peut être une façon pédagogique d'expliquer l'électronique. Donc, bien sûr, tout ce qui est hydraulique peut être simulé avec le même formalisme. Tout ce qui va être sur des nœuds, ça va être le fluide de l'eau, voilà, le débit de l'eau, et la pression va être le potentiel, etc. Vous avez compris que tout ce modèle de nœuds qui a été programmé, ça a donné naissance à tous les outils de simulation dans les domaines de la physique, également pour la mécanique, hein, où la force et le couple sont les équivalents de la tension du courant dans un équivalent de circuit. Voilà. Donc, je parlais un peu sur ce transparent, mais c'était un peu ce qui était marqué là. Finalement, pour un peu générer un objet de la physique à simuler, il suffit simplement de bien connaître quels sont les flux et les potentiels en entrée et en sortie. D'accord ? Le seul problème, donc, pour simuler maintenant toutes ces parties-là, c'est d'avoir un langage, hein, donc c'est d'utiliser toujours les netlists, mais d'avoir un langage beaucoup plus évolué. Donc, ce qui est apparu, le progrès après SPICE pendant le langage netlist pendant des dizaines d'années, ce qui est apparu depuis maintenant 15 ans, c'est un programme, un langage équivalent que vous connaissez aussi, qui est le VHDL, programme multidomaine. Voilà, VHDL AMS, c'est son nom, qui permet finalement
de programmer pas mal de portes logiques, hein, puisque vous voyez que ce sont quand même, quand on programme des portes logiques, ce sont des milliers ou des centaines de composants, donc on ne peut pas se faire ça sur papier, etc. Voilà. Et c'est surtout pour simuler des structures avec des boucles, des nœuds et des mailles de plus en plus importantes. Voilà. Donc c'est aujourd'hui ce qui a le vent en poupe. Hein. C'est un standard là qui a été, donc VHDLMS, c'est un nom qui a été, un brevet qui a été déposé. Et donc vous avez un peu toutes les familles, vous vous rappelez que je vous ai décrit tout à l'heure. Aujourd'hui, grâce à ce langage-là, ils peuvent travailler dans leur domaine propre. Hein, MATLAB pour les maths, LabVIEW pour l'instrumentation, SPICE pour le circuit électronique. Et ils peuvent devenir multidomaines grâce au langage. Voilà, donc vous pouvez faire des simulations dans tous les sens grâce à ce langage-là. Voilà. Donc, là, je vais m'arrêter temporairement sur ce transparent. Je le reprendrai. Je fais une petite pause de 5 minutes. Puisque vous n'avez pas le chat, je pense que je vais juste poser 2 questions. Est-ce que déjà, vous me dites là, pas tous, mais est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que je parle? Est-ce qu'il n'y a pas trop de perturbations sur ma voix? Et la deuxième info, est-ce que vous avez pu récupérer? Donc, est-ce que, je sais pas, quelqu'un me répond? Enfin, tout le monde m'entend bien là, depuis le début? On entend très bien. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Voilà. Donc, puisque vous ne voyez pas le chat, hein, normalement, là, voilà, il est, pour moi, il est 8 heures, il va être 9 heures, voilà. Je reprends, je vais de toute façon couper mon micro et je reprends, je fais une pause de 5 minutes, voilà. D'accord? Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir votre diaporama ou oui, alors passer après à la fin sur certaines diapos, parce qu'il y en aurait quelques-unes qui seraient intéressantes à garder. Absolument. De toute façon, c'est donc je vais juste, c'est ce que je voulais dire comme question, c'est que normalement, je vous envoie. Il est sur Moodle. Voilà, il est sur Moodle. Je vous ai envoyé un mail. Alors, je ne sais pas là aussi si ça marche vraiment. Voilà, il y a des histoires de. Donc, il est sur Moodle. Ce que je peux faire, là, voilà, il est sur Moodle. Hein, donc, je vous ai inscrit à Moodle, tout le groupe de licence. Donc, je vais peut-être vous renvoyer. Alors, je ne sais pas, puisque vous n'avez pas aussi d'options, je vais regarder là si je peux vous l'envoyer par mail. Au moins celui-là, vous l'aurez sur Moodle, mais je peux vous l'envoyer par mail. D'accord? D'accord. Voilà. Non, mais j'avais pas vu. C'est le premier qui est disponible sur Moodle en fait. Oui, oui. L'introduction. Non, j'avais pas vu, autant pour moi. Comme vous voulez. Après, je sais pas si tout le monde, vous êtes tous. Bon, c'est toujours l'histoire informatique. Hein. Moi, je sais pas si tout le monde a accès à Moodle ou des problèmes de connexion, tout ça. Après, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais vous envoyer juste là. Je prends 5 minutes de pause. Hein, on reprend vers 9h05. Hein, voilà, je vais quitter un peu temporairement et puis je vous enverrai, du coup, je vous envoie par mail une copie du fichier, il n'est pas trop lourd, ça vous aurez les 2 choses. Ok? À tout à l'heure à tout le monde. 5 minutes, voilà.